Devant des centaines de personnes, un soldat et sa fille de 6 ans furent chassés d'un mariage par la femme même qui s'était autrefois appelée son épouse, comme s'ils n'avaient jamais existé. Personne ne prit leur défense. 5 ans plus tard, le cadeau que cette mère avait refusé ce jour-là devint la raison pour laquelle toute la ville baissa la tête, et la mère s'effondra sous le poids de ses propres remords. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le tonnerre gronda à l'horizon, et des nuages sombres s'amoncelaient dans le ciel tel un rideau sur le point de tomber. Un vieux Ford rangé était garé sur le bord de la route, juste en face du portail principal de l'église Saint-François, où se déroulait l'un des plus grands mariages de l'année. À l'intérieur du camion, le moteur s'était tu depuis longtemps. L'air était étouffant, piégé sous le verre par la chaleur. Jake Miller était assis au volant, les mains crispées sur le volant comme pour se retenir de faire quelque chose d'irréfléchi. Sa chemise blanche de cérémonie était usée, la sueur perlait à ses poignets et une cravate couleur châtaigne pendait de travers sur sa poitrine. Sur la banquette arrière, Lily, sa fille de 6 ans, vêtue d'une robe de princesse rose pâle, se penchait vers la fenêtre, les yeux fixés sur la file de limousines qui s'arrêtait devant l'entrée de l'église. Chaque fois que quelqu'un en sortait, elle murmurait doucement « Est-ce que maman est dans celle-là » Jake ne répondit pas, se contentant d'un léger hochement de tête, ses yeux rivés sur la voiture de mariage décorée qui entrait dans la cour de l'église. Puis la portière s'ouvrit. Emily en sortit, sa robe de mariée blanche épousant sa silhouette élancée, un voile délicat posé juste au-dessus de son nez. Elle était radieuse, sa main reposant légèrement sur le bras de l'homme en costume noir à ses côtés, Richard Dawson, homme d'affaires, millionnaire et son futur mari. Jake ne bougea pas. Il n'était pas en colère, ni même surpris. Il se sentait simplement vide à l'intérieur. « Papa, » dit Lily en serrant une petite boîte cadeau emballée dans du vieux papier journal, « je veux donner ça à maman. » Jake se tourna pour regarder sa fille, marqua une brève pause, puis hocha la tête. Ils sortirent du camion et marchèrent lentement vers l'église. Les pas de Jake résonnaient faiblement sur le chemin de pierre. Il avait déjà parcouru des routes piégées par des bombes, traversé des lignes ennemies sous des cieux sans lune, mais jamais il ne s'était senti aussi peu à sa place qu'ici. Le haut portail en fer était entrouvert. À l'intérieur, les invités discutaient joyeusement, une musique douce s'échappant de haut-parleurs cachés parmi les haies fleuries. Alors que Jake et Lily s'approchaient à moins de 10 pas du portail, 3 hommes en costume sombre s'avancèrent pour leur barrer le passage. L'un d'eux demanda sèchement, sans la moindre courtoisie, « Avez-vous une invitation ?» Jake les regarda et répondit calmement, « Je suis l'ex-mari de la mariée. Voici ma fille, Lily. » L'homme recula d'un pas, peut-être par surprise, peut-être parce que Jake Miller était le dernier nom que quiconque s'attendait à entendre en un tel lieu. Avant qu'ils ne puissent réagir, Emily apparut derrière eux, sa robe balayant doucement le pavé, le claquement sec de ses talons fendant l'instant. « Jake !» Il ne répondit pas. Lily s'avança et tendit la boîte cadeau. « Maman, j'ai fait ça pour toi », offrit-elle, une petite boîte rose avec un ruban maladroitement noué. À l'intérieur se trouvait un bracelet qu'elle avait confectionné elle-même avec de la laine et des perles trouvées. Ses yeux levés vers sa mère étaient pleins d'espoir, attendant un câlin, un sourire ou même un simple merci. Emily hésita un instant. C'était à peine perceptible pour la plupart, mais Jake le vit. Elle jeta un regard autour d'elle, les flashs des appareils photos, les rires de ses nouveaux amis, et quelques objectifs de médias qui se tournaient déjà dans leur direction. Elle regarda Jake, sa voix plus basse que le vent qui sifflait à travers les vitres. « Tu ne devrais pas la mettre dans l'embarras dans un endroit aussi chic. » Jake ne répondit pas tout de suite. Le silence s'installa, son cœur rata un battement, comme s'il avait perdu le rythme. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser qu'il n'était plus sur le champ de bataille, mais qu'il venait d'être frappé par un coup plus glacial que n'importe quelle blessure qu'il avait jamais subie. Il la regarda, sans colère dans les yeux, sans accusation, juste une déception silencieuse, celle qui oblige un homme à ravaler sa douleur sans plus avoir d'endroit où respirer. Jake se pencha, posant une main douce sur l'épaule de sa fille. Sa voix sortit rauque, comme s'il tenait quelque chose de fragile en lui qui risquait de se briser s'il parlait trop fort. « Rentrons à la maison, ma chérie. » Lily resta debout, les bras enroulés autour de la petite boîte. Elle leva les yeux vers sa mère, attendant toujours. Puis, elle baissa doucement la tête et posa la boîte délicatement sur le bord de la marche recouverte de tapis rouge. « Je pensais que ça te plairait, » murmura-t-elle, sa voix fine comme un fil, tremblant dans le silence. Puis elle se détourna. Jake se pencha et la prit dans ses bras, la serrant fort, comme si la lâcher risquait de la briser.
Il s'éloigna lentement. Personne ne les rappela, personne ne se retourna même pour regarder. Seul le son de l'orgue de l'église continuait à l'intérieur, formel, indifférent, comme si aucun enfant ne venait d'être abandonné sur le seuil. Dans la voiture, Lily resta silencieuse, le visage tourné vers la vitre mouchetée de pluie. Après un long moment, elle parla enfin, sans reproche, juste avec tristesse. « Maman n'a pas aimé mon cadeau. » La prise de Jake se resserra sur le volant. Il tourna son visage vers la fenêtre, clignant rapidement des yeux pour retenir ses larmes. Il ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas mentir. Dehors, la pluie tombait plus fort, chaque goutte frappant le pare-brise comme un coup à la poitrine. Nul besoin de crier, nul besoin de mots de colère. Ce silence suffisait à lui seul pour que père et fille comprennent qu'ils n'étaient plus les bienvenus dans ce lieu qu'ils avaient autrefois appelé leur famille. La voiture s'éloigna de l'église. De l'autre côté de la rue, le bracelet de laine gisait, abandonné sur les marches fleuries. Personne ne le ramassa. Ce bracelet fut laissé derrière, mais 5 ans plus tard, il serait la chose même qui ferait que toute la ville regarderait Emily sous un autre jour. Si vous étiez Jake à ce moment-là, que feriez-vous? Le vieux pick-up fonçait à travers les flaques d'eau qui scintillaient sous le ciel gris et lourd de pluie. L'averse avait commencé juste au moment où il quittait le terrain de l'église, presque comme si les cieux eux-mêmes tentaient de laver la honte que l'homme au volant réprimait. Jake Miller n'avait pas dit un mot depuis que le minuscule bracelet avait été déposé sur les marches de pierre froide. Sur le siège passager, Lily s'était endormie, la tête doucement appuyée contre la vitre, serrant toujours la boîte cadeau comme si elle s'accrochait à un dernier espoir que sa mère change d'avis. Le chemin du retour les mena au-delà des limites de la ville, puis sur un sentier de terre sinueux bordé de pins immenses. Les phares balayaient des troncs couverts de brume, solennels et immobiles comme un cimetière sans pierre tombale. La cabane en bois apparut au bout de la pente, petite et sombre, mais chaleureuse à sa manière tranquille. Jake coupa le moteur, mais n'ouvrit pas tout de suite la portière. Il jeta un nouveau regard à sa fille. Ses cheveux châtains clairs tombaient sur une de ses joues, et son petit visage bougeait doucement à chaque respiration, le coin de ses yeux encore teinté de rouge. La colère qui commençait à peine à s'installer fut instantanément remplacée par quelque chose de plus lourd, la pitié. Pas pour lui-même, mais pour elle. Il sortit lentement, resserrant son manteau contre la pluie, puis fit le tour, prudent pour ne pas la réveiller. Jake souleva Lily du siège, la berçant contre sa poitrine tandis qu'il marchait sur le sentier couvert de feuilles menant à la cabane. La pluie tombait plus fort maintenant, s'infiltrant dans son col avec une morsure glaciale. Pourtant, il marchait lentement, comme s'il craignait de briser quelque chose de sacré. La porte de la cabane grinça en s'ouvrant avec un léger déclic. L'obscurité l'enveloppa comme une couverture. Il déposa l'enfant sur le petit lit, lui retirant doucement ses chaussures roses couvertes de boue et la bordant avec la couverture de laine beige. Lily s'agita mais ne se réveilla pas, sa petite main agrippant toujours le cadeau d'anniversaire, une boîte en carton qu'elle avait passé une semaine à tricoter à la main, avec le mot « maman » cousu de travers sur le dessus. Jake écarta doucement les cheveux de son visage. Il s'attarda un instant, puis se détourna. Il n'alluma pas la lumière. Au lieu de cela, il s'assit sur la chaise en bois près de la fenêtre, regardant silencieusement la pluie battre contre la vitre. Tout à l'extérieur se fondait dans une brume grise, comme les promesses qu'il avait autrefois crues éternelles. Ses mains calleuses se frottèrent le visage, puis il chercha dans le tiroir du bureau une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres attachées avec une ficelle effilochée et un petit bracelet de laine délavé. Il en sortit une, l'encre avait bavé par endroits. « Mon amour, aujourd'hui marque le 48e jour depuis que j'ai quitté la base. Je viens de recevoir la photo de Lily que tu as envoyée. Elle a tellement grandi. J'ai dû lire ta lettre 3 fois. J'ai hâte du jour où je pourrai vous serrer toutes les deux dans mes bras. » Il se souvenait d'avoir écrit ces lignes dans l'obscurité d'une tente de campagne, avec le vrombissement des hélicoptères au-dessus de sa tête. Mais aucune réponse ne lui était jamais parvenue. Les premières semaines, il s'accrochait encore à l'espoir, mais lentement, cet espoir s'estompait dans le silence. Une nuit, froide comme celle-ci, des tirs résonnaient encore aux confins du camp. Cette nuit-là, il avait fait un rêve. Il avait rêvé d'un aéroport bondé. Il voyait Lily courir vers lui, ses cheveux tressés de chaque côté. Emily était là aussi, souriante, tenant un petit bouquet de fleurs. Jake s'était réveillé en sursaut, le cœur battant, pour ne trouver que 3 soldats ronflant à côté de lui et personne dans ses bras. Ce rêve ne s'était jamais réalisé. Et ce soir, sous ce toit, il devait faire face à ce qui était devenu douloureusement clair. Emily avait pris un chemin différent,
et tout ce qu'il lui restait était Lily. Juste Lily. Jake ouvrit le tiroir du bas de la vieille commode en bois, l'endroit où il gardait tout ce qu'il ne voulait pas que sa fille voie. Là, à côté des factures impayées et des candidatures d'emploi estampillées d'un refus, se trouvait un deuxième bracelet, vert olive, du même style, de la même laine, mais celui-ci brodé du mot papa. Lily le lui avait fait pour leur premier Noël après son retour, quelques semaines seulement après avoir découvert qu'il n'avait plus de foyer où retourner. Il posa les deux bracelets côte à côte. L'un avait été gardé en silence, l'autre abandonné sur un seuil. Tous deux étaient la preuve, non pas d'un amour qui avait disparu, mais d'un amour qui n'était jamais parti. Un coup de tonnerre soudain le ramena à l'instant présent. Jake se tourna pour regarder sa fille, toujours profondément endormie. Il savait que s'il avait Lily, il pourrait continuer. Mais au fond de lui, quelque chose restait sans nom, une question sans réponse. Comment Emily, la femme qui lui avait autrefois tenu la main à travers d'innombrables hivers brutaux, qui avait posé sa main sur son ventre avant même que Lily n'ait un battement de cœur, avait-elle pu prononcer ces mots aujourd'hui sans le regarder dans les yeux? Et que s'était-il vraiment passé pendant ces 3 années, derrière cette porte qu'il n'avait jamais été autorisé à ouvrir? Le soleil du matin filtrait à travers une fine couche de nuages, jetant doucement sa lumière sur la cime des arbres derrière la cabane. L'odeur de pain grillé brûlé s'échappait de la minuscule cuisine, poussant Jake à se dépêcher d'ouvrir la fenêtre. Il retourna la tranche de pain dans la poêle et marmonna, « C'est bon, un peu plus de couleur n'a jamais fait de mal. » À la table, Lily avait déjà disposé 2 assiettes et versé du lait dans un verre orné d'un cheval. « Papa, ne brûle pas la mienne aujourd'hui, d'accord ?» dit-elle avec un sourire en s'asseyant. Ses cheveux étaient tressés inégalement en natte, son vieux manteau un peu trop grand, le col effiloché mais soigneusement recousu avec du fil rose. Jake posa l'assiette, regardant sa fille comme s'il n'était toujours pas habitué à la rapidité avec laquelle elle avait grandi. « À quelle heure t'es-tu levé ?»« 10 minutes avant toi, » répondit Lily en mordant dans le toast légèrement brûlé sans la moindre plainte. « Je dois finir le croquis pour le devoir d'art de la semaine prochaine. Le thème est l'endroit où je me sens le plus en sécurité. » Jake se versa du café dans une tasse en émail ébréché. « Alors, qu'est-ce que tu comptes dessiner ?» Lily s'essuya la bouche avec une serviette, pencha la tête d'un air pensif. « Je crois que je vais dessiner notre maison. Mais pas seulement la cabane. Je veux dire, toi. Parce que je crois que tu es ma maison. » Les mains de Jake s'immobilisèrent. Ses yeux restèrent fixés sur elle un long moment. Il essaya de dire quelque chose, mais sa gorge se serra. À la place, il tendit la main et lui ébouriffa doucement les cheveux. « C'est une excellente idée. Vraiment. » Après le petit déjeuner, ils sortirent sur le porche. Le vieux pick-up tout sauta avant de s'animer dans un long crissement, puis se mit en mouvement en frissonnant. La route de gravier menant à la ville secouait le véhicule. En chemin, Lily ouvrit son sac à dos et sortit une ébauche de son croquis pour le montrer à son père. C'étaient eux deux, debout devant la cabane, avec la forêt en arrière-plan et un petit panneau en bois sur lequel on pouvait lire « Miller Woodworks ». Fait main avec le cœur. Jake regarda le dessin et sourit. « Si tu fais quelque chose avec tout ton cœur, ce sera magnifique, que les autres le voient de cette façon ou non. » Le camion s'arrêta devant le portail de l'école. Lily jeta son sac sur son épaule, mais avant de sortir, elle se tourna et toucha légèrement la main de Jake. « Papa, assure-toi de manger un vrai déjeuner aujourd'hui, d'accord ?» Jake hocha la tête. « J'espère que tu dessineras ce en quoi tu crois vraiment. » 5 ans s'étaient écoulés, et il réalisait enfin que cet endroit, pauvre, tranquille et isolé, était quelque chose que le monde extérieur clinquant ne pourrait jamais acheter. Lily ferma la portière et courut à travers le portail de l'école. Jake regarda sa petite silhouette se fondre dans la foule des autres enfants, puis s'éloigna lentement. Il ne se pressa pas de faire demi-tour. Assis là, sous les arbres, son esprit vagabonda vers un autre matin, dans une salle d'accouchement exiguë d'un hôpital public. Le son lointain d'une sirène d'ambulance à l'extérieur, le flash des gyrophares vacillant sur le sol en pierre froide. Jake s'en souvenait clairement. La main d'Emily serrant la sienne si fort qu'elle en devenait bleue, la sueur perlant sur son front, ses yeux écarquillés par la panique à chaque nouvelle vague de douleur. Il était resté là pendant 12 heures d'affilée, sans jamais s'éloigner, pas une seule fois. Quand le premier cri de Lily perça l'air, Jake s'effondra en larmes avant même Emily. Il avait toujours cru qu'il n'était pas du genre à pleurer facilement, jusqu'à ce que le médecin place une minuscule vie respirante dans ses bras. Emily, la voix faible et brisée, le regarda comme si elle voyait la lumière pour la première fois.
Jake, c'est la meilleure chose que tu aies jamais faite. Et il l'a cru. Jake actionna son clignotant et ramena doucement le camion sur la vieille route familière. L'atelier de menuiserie se tenait juste derrière la cabane, ses portes grisées par des années de soleil et de pluie. Il enfila son tablier, démarra la scie et traîna des planches de pin de l'atelier vers la cour. L'odeur du bois fraîchement coupé, la sueur sur son front et le rythme régulier de son cœur, c'était ce qui le rattachait à cette vie. Chaque pièce qu'il fabriquait n'était pas seulement à vendre, c'était sa façon de rester connecté au monde, à son passé et à sa fille. Une brise traversa la fenêtre arrière ouverte. Une seule feuille rouge flotta doucement dans l'atelier. Jake s'arrêta, regarda dehors, et de quelque part dans les recoins silencieux de son esprit, une voix s'éleva à nouveau, pas forte, mais claire. Mais cette fois, ce n'était pas un souvenir. C'était un rappel. Parce que ce qui fut autrefois la meilleure chose de votre vie ne revient pas toujours, et il faut se battre pour la conserver. Durant les 5 années qui suivirent l'abandon du bracelet sur le seuil, Lily continua de dessiner. Pas pour la compétition, pas pour la gloire, et pas pour prouver quoi que ce soit au monde. Elle dessinait simplement parce que chaque fois qu'elle prenait un crayon de couleur, elle avait l'impression d'avoir encore un endroit qu'elle pouvait appeler son foyer. Et aujourd'hui, sous les lumières vives du centre culturel de la ville, elle exposait ce rêve au grand jour pour la première fois. Ce matin-là, le centre culturel de la ville était inhabituellement bondé. Des peintures colorées couvraient chaque mur de fortune, et adultes et enfants se pressaient épaule contre épaule. Tous les regards étaient tournés vers l'espace d'exposition principal, sous le haut plafond voûté et les lumières dorées et chaudes. Une petite fille se tenait tranquillement parmi les œuvres d'art. Lily portait une vieille robe à fleurs, son col reprisé avec du fil bleu. Dans sa main, elle serrait fermement sa planche à dessin. Elle regarda autour d'elle, tout le monde était en famille, prenant des photos, riant, discutant. Jake se tenait derrière elle, sans se frayer un chemin, tendant simplement la main. « Tu es prête, ma chérie ?» Lily hocha la tête et déglutit. Elle s'approcha de la table d'enregistrement et tendit son dessin. Une femme d'âge mûr avec des lunettes se pencha pour l'inspecter attentivement. Puis ses yeux se posèrent sur les mots dans le coin inférieur, « Une maison avec un papa est une vraie maison, parce que les papas n'abandonnent jamais leurs enfants. » La femme leva les yeux vers Lily, mais la petite fille se contenta de sourire, puis recula pour se tenir près de son père. Jake lui tendit une brique de jus. « Tiens, bois ça. Je ne comprends pas vraiment comment fonctionnent ces concours, mais je pense que tu as dessiné avec tout ton cœur. Tu ne penses pas que cette phrase était un peu trop ?» Jake secoua la tête. « Pas trop. Juste honnête. » Un léger crissement du microphone retentit dans la salle. L'un des organisateurs monta sur scène, la voix joyeuse, « Bonjour à tous les parents et jeunes artistes. Nous sommes sur le point d'annoncer les résultats, alors veuillez vous rassembler. » Lily ne savait pas comment ces choses se déroulaient. Elle se tenait simplement à côté de Jake, tous deux regardant vers la scène où les œuvres sélectionnées commençaient à apparaître une par une sur le grand écran. La première pièce était une peinture abstraite, suivie d'applaudissements légers. Puis vinrent des scènes de nature, des paysages urbains, des écoles. Les adultes murmuraient des commentaires, les enfants bourdonnaient d'excitation. Lorsque la 8e image apparut, la salle sembla retenir son souffle un instant. Sur l'écran, il y avait l'image d'une simple maison en bois au milieu d'une forêt. Sur le toit, un homme réparait les bardeaux. En dessous de lui, une petite fille tenait un marteau-jouet, levant les yeux. Dans le coin du tableau, les mots se détachaient, petits mais sans équivoque. L'auditorium entier tomba dans le silence. Pas le genre de silence gênant, mais celui qui s'installe lorsque quelque chose d'inattendu touche profondément tout le monde. Un parent au fond murmura, « Je crois que cette petite fille, c'est la fille de ce soldat qui a été chassé du mariage des Dawson. » Jake l'entendit, mais ne se retourna pas. Le maître de cérémonie continua, et le premier prix de cette année revient à l'œuvre numéro 28, Lily Miller. Les applaudissements éclatèrent, d'abord doucement, puis enflant comme des vagues. Lily n'avait pas tout à fait compris ce qui se passait jusqu'à ce que Jake pose doucement une main sur son dos et murmure, « Vas-y, ma chérie. Tu l'as fait. » Lily monta sur scène. Sous les lumières, elle resta calme, mais ses yeux pétillants la trahissaient. Un juge lui remit un petit trophée en bois et un certificat, s'inclinant avec un sourire respectueux. Le maître de cérémonie demanda, « Lily, aimerais-tu dire quelque chose ?» Elle agrippa le microphone, balaya du regard la vaste salle, son cœur battant à tout rompre. Puis, doucement, elle dit, « J'ai dessiné mon papa parce qu'il est toujours là. Chaque jour. Même si personne ne le voit. »
Une autre salve d'applaudissements gronda dans la salle, plus forte qu'auparavant. Jake resta où il était, mais il ne regarda pas vers la scène. Il regarda ses propres mains. Celles qui avaient autrefois construit un atelier, sculpté du bois et tenu un nouveau-né dans une chambre d'hôpital. Le souvenir lui revint, comme si c'était hier. Lily avait 4 ans lorsqu'elle eut une fièvre dangereusement élevée. Il s'agissait d'une pneumonie aiguë, et le médecin dit qu'elle avait besoin d'une surveillance étroite toute la nuit. Jake la porta à l'hôpital et s'assit avec elle pendant des heures dans le couloir glacial. Il appela Emily encore et encore. « Je suis en réunion avec des investisseurs, Jake. »« Je te l'ai déjà dit », sa voix était froide comme de l'acier. Il ne discuta pas, se contentant d'envelopper plus étroitement son manteau autour de Lily. Cette nuit-là, elle était recroquevillée sur un lit d'hôpital en métal, sa petite main ne lâchant jamais la sienne. Chaque fois qu'elle gémissait à cause de la fièvre, c'était Jake qui la calmait. Le matin, une infirmière entra et murmura « Elle n'a cessé de vous appeler maison toute la nuit. » Jake n'oublia jamais ces mots. De retour dans le présent, Lily descendit de la scène en courant vers lui, serrant le trophée, le visage rayonnant de joie. Jake ne dit rien, il lui tapota simplement l'épaule en souriant. Un sourire qui disait à Lily, sans l'ombre d'un doute, qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Mais juste au moment où il sortait du centre communautaire, quelqu'un prit rapidement une photo de sa peinture et la publia sur un groupe de médias sociaux local. En quelques heures, la publication devint virale. Une petite fille remporte le premier prix du concours d'art, mais le message de son dessin ramène un moment que cette ville a tenté d'oublier. Ce qui semblait être un simple dessin de famille était devenu un miroir, reflétant la honte qu'une ville entière avait autrefois tenté d'enterrer. Le tintement des verres à vin résonnait comme du verre brisé dans la grande salle dorée du domaine des Dawson. La lueur chaude de centaines de lustres en cristal se déversait sur le sol en marbre, baignant tout dans une perfection qui semblait étrangement artificielle. Des rires légers, des toasts creux et de la musique classique diffusée par des haut-parleurs cachés au plafond se mélangeaient en un tout, comme si ce moment marquait le summum du rêve de gloire longtemps caressé par une femme. Emily était assise à une table près du centre de la pièce, un verre de vin rouge scintillant à la main. Son regard était distant, sa posture toujours droite, comme au temps où elle s'entraînait au ballet. Autour d'elle, le bavardage vide continuait, discussions sur les investissements, les cours de la bourse et un nouveau complexe hôtelier en Italie que Richard soutenait. Elle souriait poliment quand il le fallait, hochait la tête au bon moment, mais sous la nappe blanche, sa main s'était crispée en un poing serré. Son téléphone reposait face contre table à côté d'une assiette de salade intacte. Une notification illumina l'écran. Elle le retourna. Un seul lien. Le titre était clair, le tableau d'une enfant et une phrase qui a réduit au silence toute une ville du Vermont. Emily sentit sa poitrine se serrer. Elle jeta un coup d'œil à Richard, qui riait près de la fenêtre avec ses partenaires commerciaux. Personne ne remarqua qu'elle tapotait sur l'article. La première image se chargea, une vieille cabane en bois, un père réparant le toit, une petite fille debout en dessous tenant un marteau-jouet. Et la légende, tranchante comme une lame, ne parte jamais. Emily se leva de table sans un mot. À l'étage, elle s'enferma dans la salle de bain, alluma le ventilateur pour étouffer le son de sa respiration qui s'accélérait. Dans le miroir, le visage soigneusement maquillé qui la fixait lui semblait étranger. Elle recula d'un pas. Pendant 5 ans, le monde avait pensé qu'elle était heureuse. Ne l'était-elle pas? Dès l'instant où elle était entrée dans ce manoir en tant qu'épouse de Richard Dawson, elle était devenue le visage du succès. La femme qui avait été mère célibataire et avait changé sa vie. Un emblème vivant de la chance, de la grâce et de la conscience de sa place. Mais personne ne voyait que cette vie était construite sur des couches de rouge à lèvres cher cachant des bleus, sur des dîners où son mari refusait de la laisser amener sa fille, sur la façon dont sa belle-mère regardait Lily, comme si la fillette était une tache sur l'histoire familiale immaculée qu'elle avait écrite pour son fils. Emily vivait en silence, une sorte de survie. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle croyait que les choses s'amélioreraient. Elle fermait les yeux pendant les cris de Richard, ses mots cruels taillant les bords de son estime de soi comme une scie. Elle se disait, tant que Lily a une bonne école, tant qu'elle a un avenir. Mais cette peinture, ces mots, balayaient toutes les excuses auxquelles elle s'était jamais accrochée. Elle avait abandonné sa fille, non pas une fois, mais pendant 5 ans. Une voix retentit d'en bas, Emily. Elle sursauta. La voix de Richard, froide, autoritaire. Elle s'essuya le visage, remit son rouge à lèvres et descendit. Richard se tenait au milieu du hall, desserrant sa cravate, les yeux injectés de sang à cause de l'alcool.
Les invités étaient tous partis, la musique s'était arrêtée. Les lumières scintillantes s'étaient tamisées. Il ne restait que l'écho dans un manoir au plafond haut, creux et sans âme. « Tu n'as toujours pas envoyé Lily en pension, dit-il. »« J'ai besoin de plus de temps, » répondit Émilie, essayant de garder une voix stable. Richard s'approcha. « Je ne veux plus voir cette fille dans cette maison. Elle apporte l'odeur de la pauvreté dans tout ce qu'elle touche. Elle me met dans l'embarras devant mes associés. »« C'est ma fille, » sa voix devint rauque. « C'est ta fille d'avant. Et je n'ai pas besoin de ce genre de bagage dans ma vie. » Émilie serra les lèvres, ses mains se mirent à trembler. « Richard, je ne l'enverrai pas loin juste parce que tu ne supportes pas la présence de mon enfant. » L'instant d'après vint la gifle. Nette, précise, sans avertissement. Émilie tomba sur le côté, mais elle ne pleura pas. Sa joue brûlait, mais la douleur n'était rien comparée à l'humiliation qui lui montait à la gorge. Elle se releva et monta les escaliers sans un mot. La chambre principale s'ouvrait comme une suite d'hôtels, impeccable mais glaciale. Elle s'assit à la coiffeuse, ouvrit le tiroir du bas, le seul endroit que Richard n'avait jamais touché. À l'intérieur, sous une pile de vieux papiers, elle trouva une boîte en plastique trouble. Un bracelet en fil rose, avec des lettres en perles et plans maman. Émilie le tint dans sa main. C'était comme découvrir une partie oubliée de son propre corps. Les souvenirs affluèrent comme un vieux film au ralenti. Elle se souvint de cet après-midi avant le mariage. Elle avait eu l'intention de le jeter, mais elle ne l'avait pas fait. Elle l'avait gardé. Puis elle se souvint des premiers jours dans cette maison, quand Richard était encore doux, quand il lui offrait des voitures, des sacs à main, des vacances. Mais peu à peu, son regard avait changé, comme si elle était une possession, pas une partenaire. Il lui avait retiré ses décisions, surveillé chacun de ses mots. La seule fois où elle avait défendu Lily lors d'un dîner, il l'avait entraînée dans une pièce privée et avait sifflé « Je peux te faire tout perdre, même ton droit d'être sa mère ». Émilie était restée silencieuse pendant 5 ans. Elle n'avait été autorisée à voir sa fille que lors de visites programmées par le tribunal, sous surveillance. Elle avait apporté des cadeaux, écrit des lettres, même supplié pour des nuitées. Tout avait été refusé par Richard. Elle n'était plus la même Émilie. Elle était la femme de Richard Dawson, un titre dépourvu de sentiments. Mais aujourd'hui, avec un simple mot griffonné par sa fille, le masque s'était brisé. Émilie serra le bracelet, les larmes coulant silencieusement sur le dos de sa main. Personne ne la forçait à pleurer, personne ne le voyait même. C'était juste elle, face pour la première fois à la vérité la plus douloureuse, elle ne savait plus qui elle était. Et à cet instant, au plus profond d'elle, quelque chose de petit, de faible et de fragile commença à vouloir revenir. Mais était-ce trop tard? Émilie ne le savait pas. Elle ne savait qu'une chose avec une clarté douloureuse, elle était partie une fois, mais cette fois, elle voulait revenir. La nuit tomba sur le domaine des Dawson comme un épais rideau de velours, effaçant toute trace de lumière réelle. Dans le salon, la lueur dorée du lustre illuminait les murs crème d'une teinte lasse, vive mais froide. Émilie était assise, immobile, sur le canapé. Son peignoir en velours prune profond glissait d'une épaule, révélant un bleu rougeoyant qui n'avait pas complètement disparu. Ses bras pendaient mollement, sa tête légèrement inclinée en arrière contre le coussin. Elle ne pleurait pas, ne criait pas, n'appelait personne. Seul le silence restait, celui qui enveloppe quelqu'un qui vient de perdre quelque chose sans quoi il croyait pouvoir vivre. Elle était assise ainsi depuis longtemps. L'horloge murale tournait régulièrement, comme pour souligner chaque seconde insignifiante qui passait. Sur la table basse se trouvait un verre de vin rouge, maintenant de couleur terne. À côté, un vieux cahier où elle notait autrefois ses leçons de pâtisserie avec Lily, ses pages affaissées, les traits d'encre s'estompant avec le temps. Enfin, elle se leva. Ses pieds nus touchèrent le carrelage à motifs glacés, ne lui procurant aucune sensation autre qu'un engourdissement sourd. Elle se dirigea vers le coin de la pièce, vers le coffre-fort que Richard mentionnait souvent lorsqu'il parlait de la vraie valeur du mariage. Elle ne l'avait jamais ouvert, mais le code n'avait jamais changé, leur date de mariage. La porte s'ouvrit avec un claquement sec. À l'intérieur, tout était soigneusement rangé, comme une vitrine miniature de choses qui ne lui appartenaient pas. Des carnets de banque, des contrats d'investissement, des titres de propriété, tous au nom de Richard Dawson. Pas une seule ligne ne mentionnait Émilie, pas un seul chiffre à côté de son nom. Émilie n'était pas surprise, mais elle ne s'attendait pas à ce que le froid la frappe si durement. Elle feuilleta les documents page après page, comme si elle espérait encore qu'il y ait eu une erreur, une signature oubliée, une ligne mal imprimée. Mais il n'y avait rien. Seulement un vide précis et stérile,
enveloppé dans du papier à 4 couteux. Un bruit la surprit. Des pas résonnèrent dans l'escalier en bois. Elle referma rapidement le coffre-fort, remettant tout exactement comme c'était, et retourna au canapé, prétendant n'avoir jamais bougé. Mais les pas ne s'approchèrent pas. Ils s'arrêtèrent à mi-chemin, puis s'estompèrent. Un instant plus tard, la porte de la bibliothèque se referma doucement. Peu après, son téléphone vibra silencieusement. Une notification apparut, un appel vocal en cours. Elle n'avait même pas encore vérifié quand une voix parvint de la porte de la bibliothèque entr'ouverte. Oui, le dernier virement est passé par la société Écran au Belize. Ouais, classe ça simplement dans les frais de représentation. La voix de Richard était aussi calme et égale que d'habitude quand il travaillait. Mais cette fois, quelque chose dans sa voix envoya un frisson glacial le long de la colonne vertébrale d'Émilie. Elle se glissa silencieusement dans le couloir, restant cachée dans l'ombre à côté de la bibliothèque, se penchant juste assez pour entendre plus clairement. Si les enquêteurs le tracent, mets ça sur le dos du service comptable. J'ai déjà préparé les papiers. Elle ne sait rien. Elle ne demande jamais rien. Émilie se figea. Ces mots n'étaient pas seulement un indice, ils étaient une confession. Un miroir tendu au mariage pour lequel elle avait échangé sa vraie famille. Une vérité trop tranchante pour être ignorée. Soudain, Richard fit pivoter sa chaise, ses yeux se posant directement sur les siens dans l'obscurité. Émilie resta stupéfaite. Elle ne recula pas, ne se cacha pas. Elle resta simplement là, car pour la première fois depuis des années, elle ne voulait plus faire semblant. Richard se leva et se dirigea vers elle. Il n'éleva pas la voix, n'exigea pas de réponse. Il se contenta de sourire, posant une main douce sur son épaule avec l'aisance d'un homme bien entraîné à jouer un rôle. « Il est tard. Tu ne devrais pas écouter les hommes parler d'affaires. Va te coucher. » Puis il l'embrassa sur le front, comme il le faisait toujours devant les autres. Mais Émilie savait que ce baiser était plus froid que la pierre, et peut-être aussi faux que tout ce que Richard avait jamais promis. Là-haut sur la colline, dans une petite cabane en bois, la pluie venait de cesser. Jake se tenait sur le toit, perceuse à la main, refixant quelques planches pourries. Le vent froid fouettait sa veste et lui piquait la nuque, mais il n'y prêta pas attention. De l'intérieur de la cabane, la voix de Lily résonnait encore faiblement alors qu'elle lisait un problème de mathématiques. Le chien aboya, attirant l'attention de Jake. Une silhouette passait le portail, fine, au pas lent. C'était Madame June, l'ancienne gouvernante du domaine des Dawson. Jake descendit. Madame June se tenait devant lui, les yeux troubles par l'âge mais brillants de regret. « Je ne devrais pas être ici, mais je ne peux plus garder ça pour moi. » Elle lui tendit une enveloppe jaunie, usée au coin. « Lily a écrit cette lettre à sa mère il y a 4 ans. Je l'ai trouvée à la poubelle. Elle n'était pas déchirée, juste oubliée. » Jake l'ouvrit. L'écriture innocente de Lily apparut. « Maman, aujourd'hui j'ai mémorisé mon tout premier poème. J'aimerais que tu sois là pour m'entendre le réciter. Je porte toujours le bracelet que j'ai fait l'année dernière. Je crois toujours que tu te souviendras de moi. J'attends toujours. » Jake déglutit, ses doigts crispés sur le papier. Mais June n'avait pas fini. Elle chercha dans son dossier et en sortit un autre document, une copie d'un certificat de naissance. Nom du père, Richard Dawson. Jake se figea un instant. Tout semblait suspendu dans le temps. Non pas parce que c'était surprenant, mais parce que la vérité était si effrontée. « Je sais que vous ne vouliez pas l'emmener au tribunal, » dit doucement June, « mais vous avez des droits. Et au minimum, vous méritez de connaître la vérité. » Jake ne dit rien. Le gouvernement pouvait oublier les années qu'il avait servi, la société pouvait le mépriser pour sa pauvreté, Émilie pouvait avoir choisi de se détourner. Mais personne n'avait le droit d'effacer son nom du certificat de naissance de sa propre fille. Il resta là longtemps, tenant toujours le papier. Le vent tranchait à travers les arbres, vif et froid comme un rasoir, lui piquant les yeux, mais il ne sia pas. Il ne pleura pas. Il fixa simplement le lointain, vers un endroit où les souvenirs revenaient en force, comme une tempête longtemps oubliée. Le jour où il s'était engagé dans l'armée, Émilie s'était tenue à ses côtés, les yeux humides mais fiers. Elle avait dit « Je t'attendrai. Je te le promets, Jake. J'attendrai toujours. » Et il l'avait cru. Le prix de cette croyance était maintenant ceci, se tenir ici, tenant un certificat de naissance falsifié, signé par la femme même qui avait fait cette promesse. Il ne pouvait plus rester silencieux. Émilie avait choisi de partir, mais cette fois, il ne laisserait personne prendre la seule chose qui restait de l'amour qu'ils avaient partagé. Pas encore une fois.
Et à ce moment précis, Jake Miller commença à agir. Un voyage venait de commencer, un voyage qui allait tout changer. Le lendemain matin, Jake était assis, immobile, sur le vieux porche en bois. La dernière lumière du jour filtrait à travers les arbres, jetant des ombres douces sur la moitié de son visage solennel. Une cigarette reposait entre ses doigts, sa braise brillant faiblement. Il ne tirait pas dessus, la laissant simplement se consumer lentement, la cendre s'envolant comme le temps lui-même se désintégrant entre ses mains. Devant lui se trouvait le certificat de naissance de Lily. Sous la ligne marquée père, le nom Richard Dawson était imprimé en gras. Jake Miller, son propre nom, avait disparu, effacé comme s'il n'avait jamais existé. Le document était soigneusement formaté, estampillé du sceau officiel du registraire du comté. Tout y était légal, jusqu'à la cruauté. Mais ce n'était pas la paperasse qui faisait le plus mal. C'était la façon dont la vérité avait été tordue, comment le vrai père avait été dépouillé du droit même d'exister dans la vie de sa fille. À côté se trouvait une petite lettre, celle que Lily avait écrite à Emily il y a 4 ans, maintenant scellée dans une pochette en plastique transparent. L'écriture était jeune, les plis soigneusement préservés. La dernière phrase était tachée, que ce soit par la pluie de la nuit dernière ou par les larmes de quelqu'un, personne ne le savait. La gouvernante, June, ne pouvait pas le dire. Mais Jake savait. Au fond de sa poitrine se trouvait une douleur silencieuse, une qui avait finalement atteint le point où elle ne pouvait plus être ravalée. Son esprit dériva vers une image d'Emily, des années auparavant, dans cette cuisine exiguë, le jour où il avait signé ses papiers d'enrôlement. Elle avait enlacé ses bras autour de lui, ses yeux levés vers les siens avec une foi absolue. « Je suis fière de toi », avait-elle dit. « Nous t'attendrons. » 3 ans sur le champ de bataille, cette promesse était ce à quoi il s'était accroché. Mais maintenant, il comprenait. Toutes les promesses n'ont pas le même poids. Certains mots sont plus légers que la fumée, certains choix détruisent la confiance pour toujours. Jake se leva, agrippant les 2 feuilles de papier comme si les lâcher signifiait tout perdre. Il entra, ouvrit le vieux placard sous l'escalier et en sortit une boîte en bois usé. À l'intérieur se trouvaient les lettres qu'il avait écrites depuis la zone de guerre, toutes sans réponse. Il ne les avait jamais brûlées, car une partie de lui croyait qu'un jour Emily les lirait. Mais maintenant, il savait qu'elle ne l'avait jamais fait. Et peut-être, juste peut-être, elle n'avait rien gardé de lui du tout, sauf le nom qu'elle venait d'effacer. Cette nuit-là, il prit son téléphone et chercha le numéro de Nathan Grigg, son meilleur ami du lycée, maintenant comptable dans un cabinet d'audit indépendant en ville. « J'ai besoin que tu fasses des recherches sur quelqu'un pour moi. Richard Dawson. Je soupçonne qu'il ne m'a pas seulement volé mes droits parentaux. Il cache quelque chose derrière tout ce tapac s'engrave l'œil et ce charme. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil, puis Nathan parla, sa voix stable et mesurée. « Tu as quelque chose pour commencer ? J'ai un faux certificat de naissance, une lettre jetée et une intuition. Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. » 3 jours plus tard, ils se rencontrèrent dans un petit café, niché dans une vieille rue pavée, le même endroit où leur bande du lycée avait l'habitude de traîner. Nathan ouvrit son ordinateur portable, la lueur de l'écran jetant une tension sur son visage. « Dawson Group Holdings », dit-il. « Ça a l'air impressionnant, mais il n'y a aucune société légalement enregistrée sous ce nom dans cet état. Pas d'adresse de siège social, pas de numéro d'identification fiscale, pas de déclaration de dirigeant. » Jake se pencha. « Alors, qu'est-ce qu'on regarde ?» Nathan tourna l'écran vers lui. Il montrait une série de relevés bancaires avec des virements réguliers. Des centaines de milliers de dollars affluant de diverses sociétés vers un seul compte enregistré au Belize. Blanchiment d'argent. Ça correspond au schéma. Il y a un réseau, il y a une couverture. Et si Richard est derrière ça, il n'est pas seulement riche, il enfreint la loi. Jake se renversa en arrière, agrippant la tasse de café froide à 2 mains. Ses paumes se pressaient contre le bois usé de la table, comme s'il essayait d'écraser quelque chose, ou peut-être de s'empêcher de se briser. « Peux-tu m'imprimer des copies papier de ça ? » ?»« Je peux, mais Jake, s'il découvre ? » ?»« Je n'ai pas peur, » le coupa Jake. « Pas parce que je suis courageux. Parce que je ne peux pas laisser cette fille grandir dans un mensonge. Si je ne fais rien, personne ne le fera. » Pendant ce temps, de retour au domaine des Dawson, Emily sortit de la salle de bain, les cheveux encore humides, une épaule nue sous sa nuisette. Elle se dirigeait vers la chambre quand la voix de Richard retentit de la bibliothèque, vive, urgente. Rien à voir avec le ton suave et faux qu'il employait habituellement. Fais passer une autre somme par la société Écran au Panama. Si elle demande, dis-lui que ce sont des investissements immobiliers.
Elle. Émilie se figea. Il parlait d'elle. Elle ne fit aucun bruit, se pressant simplement dans l'ombre derrière le cadre de la porte en bois, faisant attention à ne pas faire claquer ses talons contre le sol. Son cœur battait à tout rompre, non par peur, mais parce que pour la première fois, elle le voyait clairement, elle était un pion, rien de plus. Quand la voix de Richard s'arrêta, elle retourna dans la chambre, ouvrit le tiroir de la commode et en sortit une petite boîte en métal. À l'intérieur se trouvaient les contrats qu'il lui avait fait signer autrefois, lui disant que c'était juste des autorisations financières internes. Pas d'entête correcte, pas de clause claire. Émilie prit son téléphone et commença à prendre des photos de chaque page. Ses mains tremblaient, mais pour la première fois, elle ne s'arrêta pas. Pour la première fois, elle voulait préserver la vérité. La foudre zébra le ciel, projetant une lumière bleu-blanc pâle à travers la pièce froide et immobile. Elle s'assit au bord du lit, ses doigts effleurant instinctivement un bracelet en fil rose pâle posé sur la table de chevet. Il était toujours là. La seule chose qu'elle pensait avoir jetée, mais d'une manière ou d'une autre, c'était la seule chose qu'elle ne pouvait pas oublier. Cette nuit-là, quand Jake rentra, Lily dormait déjà. Elle était allongée sur le côté, serrant un vieil ours en peluche, sa couverture de laine remontée jusqu'au menton. Jake s'assit au bord du lit, passant doucement ses doigts dans ses cheveux. Sa voix était basse, à peine au-dessus d'un murmure, comme s'il ne parlait qu'à lui-même. « Je pensais que vivre tranquillement suffisait. Mais si quelqu'un essaie de t'enlever à moi, alors je ne resterai pas les bras croisés. » Il se leva, descendit et ouvrit le tiroir sous son bureau. À l'intérieur, reposant soigneusement sur une doublure en velours, se trouvait une clé USB. Il la brancha sur l'ordinateur et parcourut toute une dernière fois, documents numérisés, relevés bancaires, noms de sociétés écrans, codes de virement, pistes de lien. Chaque pièce correspondait. Jake les imprima, les plaça dans une enveloppe rigide et écrivit à l'encre noire, au Bureau fédéral d'investigation du Vermont. Il la scella soigneusement, puis s'assit en silence, fixant l'enveloppe sur la table. Elle n'était pas lourde, mais pour lui, elle portait le poids de tout un passé, d'une vérité qui avait été tordue, et d'un avenir qui devait maintenant être réécrit, quel qu'en soit le coût. Demain, il l'enverrait. Et après-demain, sa vie ne serait plus l'existence tranquille et sans histoire qu'elle avait été ces 5 dernières années. Ce serait une bataille, mais c'était une bataille que Jake Miller était plus près que jamais à mener. Le hurlement des sirènes déchira la nuit, tranchant comme une lame dans le silence précaire qui planait sur le domaine des Dawson. Des lumières rouges et bleues tourbillonnaient sur les hautes fenêtres en verre, vacillant sur le porche en marbre avant de disparaître dans l'obscurité froide et humide qui enveloppait ce qu'on appelait autrefois le manoir le plus prestigieux du comté. À l'intérieur, Richard se versait son 3e verre de scotch, une main feuilletant encore un rapport financier non signé, lorsque les coups à la porte se transformèrent en martèlement. Les portes d'entrée s'ouvrirent en grand alors qu'une équipe d'agents fédéraux faisait irruption, armes au poing, leur voix résonnant sur tous les murs. Richard Dawson, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent international, falsification de documents gouvernementaux et coercition d'une mineure par manipulation financière. Le verre glissa de la main de Richard, se brisant sur le parquet. Émilie se tenait figée au bas de l'escalier, les yeux écarquillés. Elle n'eut pas le temps de bouger avant que 2 enquêteurs ne la frôlent et ne tendent une assignation à son mari. « C'est une erreur !» cria Richard. « Je vais appeler mon avocat. » Foutez le camp de ma maison. Mais il ne termina pas sa phrase. Ses bras furent tirés derrière son dos, ses poignets menottés. Sa montre en or s'envola et roula jusqu'aux pieds d'Émilie. Elle baissa les yeux mais ne se pencha pas pour la ramasser. Au lieu de cela, elle murmura une seule phrase. « J'ai trahi quelqu'un une fois, mais cette fois, j'ai fait le bon choix. » Richard se tourna, les yeux injectés de sang, les lèvres tremblantes. « Tu m'as trahi. » Émilie ne dit rien de plus. L'agent sécurisa les lieux. Émilie fut escortée hors du hall principal et assise seule dans une pièce latérale où un éclairage tamisé jetait des ombres sur son visage pâle. Ses cheveux étaient en désordre, sa nuisette de soie serrée dans ses mains comme si c'était le dernier fil fragile retenant une vie bâtie sur des mensonges. Devant les grilles, Jake s'arrêta dans son pick-up. Les phares perçaient le fin voile de bruine. Il sortit, portant une grande enveloppe remplie de preuves. Un officier s'avança pour la recevoir, jetant un coup d'œil à l'intérieur avant de dire « Merci, monsieur, mais l'affaire a été déclenchée plus tôt. » Il y a eu un tuyau anonyme soumis avec des documents presque identiques. Nom sur le dossier, Émilie Dawson. Jake resta là, stupéfait, sa prise se resserrant sur l'enveloppe qu'il tenait encore. Elle l'avait donc devancé. Devant lui,
le portail du manoir était assailli par les lumières des caméras. Les journalistes se pressaient, criant le nom de Richard, celui d'Émilie aussi. La nouvelle s'était répandue en quelques minutes. Des camionnettes de télévision surgissaient comme des champignons après la pluie. Des habitants s'étaient rassemblés derrière les barrières de sécurité. Des visages familiers apparurent. Le directeur de l'école de Lily, le propriétaire de la boulangerie, même l'homme qui avait ricané en voyant Jake s'éloigner du mariage des années auparavant. Jake ne se fraya pas un chemin à travers la foule. Il resta tranquillement à l'arrière, sous un vieux parapluie, ses yeux ne quittant jamais la porte ouverte où Richard Dawson était emmené, entouré d'une forêt de caméras. L'homme criait encore quelque chose, mais le bruit de la pluie et les murmures couvraient sa voix. Émilie vit Jake à ce moment-là. Il n'y avait pas de maquillage, pas de fausse lueur. Elle n'était qu'une femme, silencieuse, secouée, et pour la première fois en 5 ans, lui faisant vraiment face. Elle ne dit pas un mot, se contenta d'un léger hochement de tête, sans qu'on sache s'il s'agissait d'un remerciement, d'une excuse ou d'un appel à l'aide. Jake ne répondit pas. Il se tourna et retourna vers son camion. Mais à l'intérieur, quelque chose avait commencé à changer. Alors que Richard était menotté et emmené, l'esprit d'Émilie retourna à un jour, 5 ans plus tôt, où elle était sortie de la voiture de mariage sous les applaudissements et les regards admiratifs, drapée dans une robe de mariée à 10 000 $. Tout le monde l'enviait. Mais le seul regard qu'elle n'avait pu soutenir venait d'un homme en uniforme militaire usé, debout au portail à côté d'une petite fille tenant une boîte cadeau. Lily avait posé un bracelet sur la marche et s'était détournée sans verser une larme. C'était son dernier cadeau, laissé derrière sans un mot. Émilie s'effondra. Non pas parce que Richard était arrêté, non pas parce que sa réputation s'était effondrée, non pas parce que l'avenir s'était soudainement assombri. Mais parce que, peut-être, elle avait perdu ce qui comptait vraiment il y a longtemps, et ce n'est que maintenant qu'elle avait le courage d'y faire face. Ce matin-là, une fine couche de neige recouvrait les marches en bois à l'extérieur de la cabane. Pas grand-chose, juste assez pour couvrir les vieilles fissures où le grain s'était usé par des années de vent et de pluie. Jake était dans la cuisine, préparant du café, quand il entendit Lily sortir en courant pour prendre la livraison de lait. Mais au lieu de rentrer tout de suite comme elle le faisait toujours, elle resta là un long moment. « Papa, il y a quelque chose ici. » Jake posa sa tasse et s'approcha. Sur le porche, il n'y avait pas seulement la brique de lait. À côté se trouvait une enveloppe, soigneusement placée. Papier blanc, écriture penchée, un peu tremblante. Pour Lily. Jake y jeta un œil, puis hocha la tête. C'est pour toi. Lily ramassa l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle s'assit sur le banc près de la fenêtre. La douce lumière du soleil filtrait à travers le vieux rideau, jetant des ombres sur ses mains tremblantes. Après une pause, elle l'ouvrit. Il n'y avait pas de longue explication, pas de plainte, pas de tentative de réparer ce qui était déjà perdu. Juste quelques courtes lignes. L'encre bleue légèrement bavée près du bas. Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je ne m'attends pas à ce que tu oublies. J'espère seulement qu'un jour, tu me parleras des années que j'ai manquées. Si tu ne peux pas, je comprendrai. Mais j'attendrai quand même, où que tu veuilles que je sois. Lily plia la lettre. Pas de larmes. Elle se leva simplement, sortit par la porte arrière et traversa lentement la neige, traçant les mêmes vieilles empreintes. Au fond du jardin se dressait le grand chêne, celui dont Jake lui avait parlé, où il avait demandé Émilie en mariage. Ce jour-là, selon Jake, Émilie avait ri, jeté ses bras autour de lui et dit « C'est la chose la plus folle à laquelle j'ai jamais dit oui, mais c'est aussi la plus juste. » Lily s'assit sous l'arbre. Son manteau était ouvert, mais elle n'avait pas froid. Seul le son du vent murmurant à travers les branches nues, dispersant des bribes de neige des branches supérieures. Elle sortit à nouveau la lettre et la relut. Chaque mot pesait plus lourd dans son esprit. De loin, Jake la vit. Il ne s'approcha pas. Il savait que certains moments ne doivent pas être interrompus. Lily avait besoin de ce temps pour elle-même. Quand elle rentra enfin, son visage était calme, mais ses yeux étaient rouges. Elle s'approcha, tendit la lettre. « Papa, lis-la. Mais je veux juste demander une chose. » Jake prit la lettre, parcourut quelques lignes, puis leva les yeux. « Si maman revient vraiment, » demanda Lily, sa voix stable, ni trop douce ni trop vive. « Devrais-je la laisser se tenir à côté de moi ?» Jake ne répondit pas tout de suite. Il se dirigea vers le vieux tiroir près de la cuisine où il gardait les petites choses que Lily avait faites pour lui. Des bracelets d'amitié en fil coloré, de petits bouts de papier avec des dessins père-fille. Il fouilla un moment, puis sortit un bracelet délavé. L'élastique était usé et effiloché.
C'était le même qu'Émilie lui avait glissé silencieusement dans la main juste avant qu'il ne parte en mission. Un adieu sans parole. Il plaça le bracelet dans la main de sa fille. Certaines choses se brisent, dit-il, mais elles peuvent encore être réparées. Tant que les deux extrémités veulent se rejoindre. Lily regarda le bracelet et serra les lèvres. Après une pause, elle le posa sur la table, juste à côté de la lettre. Je l'écouterai. Mais le pardon, c'est autre chose. Jake hocha la tête. Il n'essaya rien de plus. À des kilomètres de là, dans un bus serpentant à travers des collines enneigées, Émilie appuyait sa tête contre la vitre froide, serrant un vieux morceau de papier à deux mains. Un dessin qui avait autrefois remporté un prix, une copie qu'elle avait suppliée au juge. Dedans, une chaleureuse maison en bois se dressait en arrière-plan, un père sur une échelle réparant les tuiles du toit, une petite fille en bas tenant une lampe de poche. Dans le coin de l'image, une petite ligne de texte disait « Une maison avec papa est une vraie maison, parce que papa ne part jamais. » Elle ne pleurait plus. Ses larmes étaient parties depuis longtemps. Maintenant, il ne restait qu'un fragile espoir que peut-être, juste peut-être, il y avait encore de la place pour qu'une ancienne mère se tienne quelque part dans cette image. Le refuge pour enfants se trouvait au bout d'une rue calme, ses murs jaunes pâles usés par le temps, les portes vitrées scotchées de découpage en papier maladroit. Chaque matin, juste après que la pluie ait cessé, Émilie arrivait, vêtue d'un vieux pull, portant un sac de biscuits fait maison. Elle n'était plus Madame Dawson en talons et parfum de créateur. Elle n'avait plus rien à prouver, et elle n'en avait pas besoin. Dans la petite cuisine à l'arrière, l'odeur de la pâte à biscuits à la vanille montait chaque fois qu'elle ouvrait le four. Les enfants faisaient la queue, impatients d'avoir les biscuits de Mademoiselle Émilie. Non pas parce qu'ils étaient les meilleurs, mais parce qu'elle se souvenait de chaque nom, de chaque petite allergie, de chaque dessin fait main qu'il lui avait donné. Chaque après-midi, elle s'asseyait par terre avec un livre de contes, laissant les enfants reposer leurs jambes sur ses genoux, sans être dérangés. Elle nettoyait les salles de bain après les cours, débarrassait les tables de la salle à manger, pliait des robes pour les filles qui aimaient jouer à la princesse. Personne ne lui avait jamais demandé de faire tout ça, mais elle le faisait quand même. Parce qu'elle comprenait que la rédemption ne vient pas d'une seule larme. Elle vient des choix discrets et délibérés faits chaque jour. L'hiver était venu. La neige recouvrait les escaliers en bois menant au bureau, plus épaisse qu'auparavant. Ce jour-là, alors qu'Émilie plaçait la dernière fournée de biscuits sur la grille, la porte arrière grinça en s'ouvrant. Une petite fille entra, les cheveux soigneusement attachés en arrière, berçant une petite boîte en carton dans ses bras. Émilie n'eut pas besoin de voir son visage. Lily se tenait là, son épais manteau saupoudré de neige, ses yeux brillant d'une force tranquille et d'une douceur qui reflétait celle de Jake. « Salut maman », dit la fillette, sa voix calme, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Émilie ne répondit pas tout de suite, sa main lâchant lentement le torchon, ses yeux trop pleins pour rencontrer ceux de sa fille. Mais Lily s'avança et tendit la boîte. « J'ai fait ça, dit-elle. Pour nous trois. » Émilie souleva le couvercle de la boîte. À l'intérieur se trouvaient 2 bracelets en fil. L'un était vieux, autrefois conservé dans le tiroir de la cuisine de la maison de Jake, un cadeau qu'elle n'avait pas osé garder à l'époque, mais qui avait maintenant retrouvé son chemin. À côté, il y en avait un nouveau, de la même couleur, du même motif tressé, sauf que celui-ci avait 3 nœuds et 3 petites lettres noires cousues, Juel. Ses doigts tremblèrent en attrapant le fil. Elle ne pleura pas, mais ses yeux s'embrouillèrent, que ce soit par l'émotion ou la lumière, même elle ne pouvait le dire. « Je ne sais pas comment les choses vont tourner », continua doucement Lily, « et je ne suis pas sûre que nous puissions jamais revenir en arrière. Mais si tu veux vraiment écouter, alors je te dirai tout. » Émilie hocha la tête. Elle s'assit sur le banc de la fenêtre, l'endroit même où les filles s'asseyaient pour dessiner. Lily s'assit à côté d'elle. Aucune ne parla. Elles restèrent simplement assises, main sur main, la chaleur passant à travers la laine de leurs manches. Dehors, la neige continuait de tomber silencieusement. Au bout de la rue, sur les marches de pierre sous le lampadaire, Jake se tenait, appuyé contre le poteau. Il n'était pas en uniforme, il n'avait rien à porter, pas même un sac. Juste un manteau gris et un regard calme. Il vit sa fille assise à côté de sa mère, vit la façon dont Émilie penchait la tête, écoutant attentivement, comme si elle ne voulait pas manquer un seul souffle de son enfant. Il ne s'approcha pas, n'appela pas. Il se contenta de sourire, ses doigts se resserrant doucement autour du bracelet porte-clés que Lily lui avait fait pour son anniversaire. Il était toujours là, tenant bon comme une promesse tacite. Dans le cœur de Jake, il n'y avait pas de triomphe, juste une certitude tranquille qu'enfin, elle avait compris. L'amour n'a pas besoin d'être sous les projecteurs.
Une vraie famille ne se mesure pas en robe de mariée ou en titre de journaux parfaits. La famille, c'est l'endroit qui vous attend toujours, même lorsque vous avez fait des erreurs. Et parfois, revenir ne signifie pas que vous êtes faible. Parfois, c'est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire. À travers le parcours sinueux de Jake, Lily et Emily, nous découvrons cette vérité. La célébrité peut vous offrir un beau mariage, mais seul l'amour construit un vrai foyer. Une grande maison ne pourra jamais remplacer l'étreinte d'un père qui est toujours là, et elle ne peut cacher la solitude d'un cœur qui a été oublié. Cette histoire nous rappelle aussi que personne n'est né méchant pour toujours. Certaines personnes s'égarent, certaines blessent ceux qu'elles aiment le plus. Mais si elles trouvent le courage de faire demi-tour, de se rapprocher, d'écouter et de réparer les choses, alors peut-être sont-elles les plus courageuses de toutes. Que pensez-vous d'Emily? Si vous étiez Lily, pourriez-vous lui pardonner? Et si vous avez déjà fait une erreur, avez-vous la force de rentrer à la maison? À vous qui regardez encore en silence, jusqu'à la fin, j'espère sincèrement que vous passez une journée paisible. Et si aujourd'hui a été lourd, c'est bien aussi. Vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à partager quelque chose ci-dessous, n'importe quoi, juste pour que je sache que vous allez bien. Car ceci n'est pas seulement un lieu pour les histoires, c'est un endroit où quelqu'un est toujours prêt à écouter.